Le sol sous vos pieds semble solide. Il semble éternel. Lorsque vous marchez dans une rue ou à travers un champ, vous supposez que la Terre a toujours ressemblé à cela. Mais c'est une illusion. La planète sur laquelle vous vivez est une métamorphe. Si vous pouviez regarder profondément sous le béton et le sol, vous verriez que vous marchez sur un immense cimetière de mondes perdus. Des paysages entiers, aussi réels et vivants que le nôtre, ont été totalement effacés. Nous ne vivons pas sur la Terre, nous vivons simplement sur sa couche actuelle. Et il y a 20 à 20 000 ans, le monde était un endroit si étranger et si vaste qu'il défie notre imagination moderne. C'est l'histoire de ces mondes perdus, racontée à travers les yeux d'un témoin qui a refusé de partir. Si vous utilisez ces histoires pour vous endormir, vous êtes au bon endroit. L'histoire de notre planète est la meilleure des histoires du soir. Alors, abonnez-vous peut-être et dites-moi d'où vous écoutez. Je lis les commentaires et c'est incroyable de voir des gens du monde entier ici. Maintenant, avant de révéler une planète disparue, assurez-vous de cliquer sur ce bouton d'abonnement. Pour comprendre ce que nous avons perdu, nous devons comprendre le monde de l'âge de glace. On imagine souvent de la neige partout, mais ce n'est que la moitié de l'histoire. Au sud des grandes calottes glaciaires, il existait un paysage qui n'existe plus aujourd'hui. Les scientifiques l'appellent la steppe à mammouth. C'était le plus grand biome continu de la Terre. Un ruban de terre unique qui s'étendait de l'Espagne jusqu'au Canada, en passant par la Russie. Imaginez pouvoir marcher de Madrid à l'Alaska sans jamais voir le paysage changer. Ce n'était pas un désert gelé, c'était un Serengeti froid. L'air était trop sec pour la neige, donc le sol restait ouvert, couvert d'un tapis nutritif d'herbes et de fleurs sauvages. C'était un monde de géants. Des millions de mammouths laineux agissaient comme des jardiniers, renversant les arbres. À leur côté vivaient des rhinocéros laineux, des bisons, des chevaux sauvages et des lions des cavernes. C'était un monde de froid extrême, mais de vie extrême. Et pour nos ancêtres, c'était un paradis de viande. Mais aujourd'hui, ce monde est éteint. Le paysage lui-même est mort. Quand le climat s'est réchauffé, l'air sec est devenu humide et les herbes ont été remplacées par des forêts ou de la boue. La scène a été démontée. Mais imaginons qu'un témoin soit resté pour voir la fin. Nous sommes il y a 20 000 ans, quelque part en Europe centrale. Le soleil se couche sur la steppe. Le vent est froid et sec. Assis à l'entrée d'une grotte, enveloppé de fourrure, se trouve Koda. Koda est un vieil homme de 50 hivers. Son visage est usé par le vent, ses mains calleuses par une vie de chasse. Mais aujourd'hui, ses mains sont immobiles. Koda est en train de mourir. Il n'a pas peur. Il a vécu une bonne vie, chassé le grand mammouth et vu ses enfants grandir. Il sait que son temps est venu de rejoindre les ancêtres. Il regarde l'horizon. C'est sa vue préférée. La terre s'étend à l'infini, plate, sans arbres. Il voit une ligne de mammouths au loin, leur défense brillant dans le crépuscule. Il entend l'appel bas de la matriarche. Pour Koda, ce paysage est éternel. L'herbe, le froid, les géants, ils ont toujours été là. Il ne peut pas imaginer un monde sans eux. Sa respiration ralentit. Le froid s'infiltre dans ses os comme une couverture confortable. Il ferme les yeux, se souvenant du goût de la graisse rôtie et du son du tambour. Il prend une dernière inspiration. Et puis, le silence. Koda est parti. Mais dans notre histoire, la conscience de Koda ne s'éteint pas. Une étincelle demeure. Un observateur silencieux se détache du corps fatigué. L'esprit de Koda s'élève. Il sent une attraction, non pas vers le ciel, mais vers la terre. Il est lié à cet endroit. Il est une créature de la steppe. Il plane au-dessus de la vallée. Le monde est parfait, figé dans l'ambre de l'âge de glace. Les étoiles brillent dans l'air sec. Koda ressent une paix absolue. Il pense qu'il va veiller sur ce monde immuable pour toujours. Mais il a tort. Le monde n'est pas solide. Il est fluide. Pour l'esprit de Koda, le temps commence à accélérer. Les jours et les nuits clignotent comme une lumière stroboscopique.
Les saisons se brouillent en une pulsation rapide. Et alors qu'il regarde, l'impossible se produit. L'éternel froid commence à faiblir. La science nous dit qu'il y a environ 14 700 ans, un réchauffement brutal s'est produit. La Terre a commencé à changer rapidement. Les grands glaciers, qui semblaient invincibles, ont commencé à fondre. Ils ont commencé à saigner. Koda voit le changement. Les lits de rivières secs gonflent soudainement. Des torrents d'eau de fonte grise se déversent du nord. Le sol, dur comme du fer, ramollit et devient de la boue. La steppe à mammouth, qui avait besoin de sécheresse, commence à se noyer. Puis, la végétation change. Les herbes dorées meurent et l'envahisseur le plus terrifiant arrive, les arbres. Koda se souvient des arbres comme de choses rares. Mais maintenant, il voit des armées de bouleaux et de pins marcher vers le nord, comme un feu vert. Il mange l'horizon. Il ferme le monde. Il voit les géants. Les mammouths et les rhinocéros sont confus. Leurs pieds s'enfoncent dans la boue. Leur nourriture disparaît, remplacée par des forêts qu'ils ne peuvent pas manger. Koda les regarde migrer vers le nord, chassant le froid qui recule. Il veut les guider, mais il est un fantôme. Il les regarde s'effacer dans la brume, jusqu'à ce qu'ils ne reviennent plus. Le paysage est vide. C'est la première tragédie. La steppe à mammouth, un chef-d'œuvre biologique, a été détruite simplement parce qu'il a fait chaud et humide. Les forêts, que nous trouvons belles, étaient pour eux une peste verte qui a étouffé leur monde. L'esprit de Koda flotte au-dessus d'un paysage qu'il ne reconnaît plus. L'océan d'herbe est devenu une forêt sombre et dense. Ses descendants sont toujours là, mais ils ont changé. Ce ne sont plus les chasseurs audacieux de géants. Ce sont des silhouettes furtives, chassant le cerf avec des arcs dans les bois. Ils sont plus petits, plus silencieux. Le paysage les a changés. Koda ressent une perte profonde. Le monde de sa jeunesse a été effacé. Mais la transformation continue. L'eau monte encore. À l'ouest, une catastrophe encore plus grande se prépare. Une catastrophe qui va engloutir un pays entier. L'esprit de Koda dérive vers la côte, attiré par le bruit d'un nouvel ennemi. La mer qui monte. La terre que nous appelons Doggerland est sur le point de mourir. L'esprit de Koda avait vu la steppe à mammouth mourir de soif et de chaleur. Il avait vu les herbes dorées être étouffées par les forêts sombres. Mais le changement le plus terrifiant n'était pas sur la terre ferme. Il venait de l'eau. Toute cette glace qui avait fondu, ces kilomètres cubes d'eau douce qui étaient restés prisonniers des glaciers pendant 100 000 ans, devaient bien aller quelque part. Ils se sont déversés dans les rivières, et des rivières, ils se sont précipités dans l'océan. Et l'océan a commencé à gonfler. Pour nous, une montée du niveau de la mer est une ligne sur un graphique, une prédiction inquiétante pour le futur. Mais pour les gens de l'époque de Koda, c'était une apocalypse au ralenti qui a duré des millénaires. Elle a effacé des royaumes entiers, et la plus grande victime de cette inondation planétaire fut une terre que nous appelons aujourd'hui Doggerland. Si vous regardez une carte de l'Europe aujourd'hui, vous voyez la mer du Nord. C'est une étendue d'eau grise et froide qui sépare l'Angleterre de la France, de la Belgique et des Pays-Bas. Mais il y a 10 000 ans, cette mer n'existait pas. À sa place, il y avait une terre. Ce n'était pas un simple pont terrestre étroit. C'était un véritable pays. C'était le cœur battant de l'Europe. Imaginez une vaste plaine luxuriante, plus grande que le Royaume-Uni tout entier. C'était un paradis de collines douces, de marais riches en oiseaux, de forêts de noisetiers et de chênes, traversées par des rivières majestueuses qui étaient les ancêtres de la Tamise et du Rhin. Ce n'était pas une terre marginale. C'était le meilleur endroit pour vivre en Europe. C'était l'Atlantide de l'âge de pierre, l'âge de Maestedorn. L'esprit de Koda dérive vers l'ouest, porté par les vents changeants. Il laisse derrière lui les forêts denses de l'Europe centrale et arrive au bord de ce grand pays perdu. Ce qu'il voit est magnifique. Après la dureté de la steppe glacée, Doggerland ressemble à un jardin. Il voit des colonnes de fumée s'élever de centaines de feux de camp. Les gens ici sont nombreux.
Ce sont les descendants lointains des chasseurs de mammouths, mais ils ont changé. Ils ne poursuivent plus les géants à travers les continents. Ils sont devenus des maîtres de l'eau. Koda plane au-dessus d'un campement situé au bord d'un grand fleuve lent. Il voit des hommes dans des pirogues creusées dans des troncs d'arbres, glissant silencieusement sur l'eau, leurs harpons prêts à frapper les énormes brochets et les saumons qui remontent le courant. Il voit des femmes tisser des nasses complexes en osier pour attraper des anguilles. Il voit des enfants courir dans les marais, ramassant des œufs d'oiseaux par milliers. C'est une vie bonne, une vie riche. La nourriture est partout. Le climat est plus doux ici, tempéré par l'océan lointain. Koda ressent une pointe d'envie. Son peuple s'est battu pour chaque calorie dans le froid. Ces gens vivent dans l'abondance. Ils ne savent pas qu'ils vivent dans une vallée condamnée, car l'ennemi est déjà là. Il ne rugit pas, il ne charge pas, il rampe. Le niveau de la mer monte. Ce n'est pas un mur d'eau soudain, pas encore. C'est une invasion insidieuse, centimètre par centimètre, année après année. Koda, en tant qu'esprit intemporel, voit le processus en accéléré. Il voit les marées devenir un peu plus hautes chaque année. Il voit les tempêtes d'hiver pousser l'eau salée de plus en plus loin à l'intérieur des terres, tuant les chênes et transformant les forêts en marais salants fantomatiques. Il voit les rivières refoulées, incapables de se déverser dans une mer qui monte, inondant les vallées où les gens ont vécu pendant des générations. Nous zoomons sur une scène humaine, un moment de tragédie silencieuse. Il y a un vieil homme dans le campement, un pêcheur nommé Hanno. Il est assis sur une dune, regardant vers l'ouest. À ses côtés se trouve son petit-fils. Hanno pointe du doigt une série de vagues brisantes au large, là où la mer grise rencontre le ciel. « Quand j'étais un garçon, dit Hanno, sa voix portée par le vent, cet Théo n'était pas là. Là-bas, où les vagues se brisent, c'était la forêt des cerfs. Mon père y chassait. J'y ai cueilli des noisettes. » L'enfant le regarde avec de grands yeux. Il ne peut pas l'imaginer. Pour lui, la mer a toujours été là. Mais Hanno se souvient. Il a vu son monde rétrécir. Il a vu le campement de son enfance être emporté par une tempête, forçant son clan à déménager plus haut, plus à l'est. Et maintenant, l'eau lèche les bords de leur nouveau foyer. « La mer a faim, » murmure Hanno. « Elle mange la terre. Elle ne s'arrêtera pas. » C'était la terreur lente de Doggerland. La perte de la terre n'était pas seulement une perte de territoire, c'était une perte d'histoire. Les lieux sacrés, les tombes des ancêtres, les arbres qui servaient de repères depuis des siècles. Tout disparaissait sous les vagues froides. Les gens devaient constamment reculer. Ils devaient devenir des réfugiés sur leur propre terre. Koda voit les conséquences. À mesure que la terre rétrécit, les gens sont poussés les uns contre les autres. Les territoires de chasse se chevauchent. La tension monte. Il voit des disputes éclater entre les clans pour les meilleures zones de pêche, pour les terres hautes qui restent sèches. Le paradis devient une prison qui se referme lentement. Doggerland, qui était une vaste plaine, commence à se fragmenter. Les vallées fluviales deviennent des estuaires, puis des bras de mer. Les collines deviennent des îles. La Grande-Bretagne, qui était une péninsule de l'Europe, est en train de devenir une île, coupée du continent par la montée de la Manche. Le cœur de l'Europe est en train de se noyer. Les scientifiques modernes ont cartographié ce monde perdu en utilisant des sonars. Sous la mer du Nord, ils voient encore les lits des anciennes rivières. Ils voient les collines submergées. Et quand ils draguent le fond, ils remontent des preuves de cette tragédie. Des outils en silex parfaitement conservés, des pointes de harpon et même des ossements humains, le tout reposant maintenant au fond de la mer, parmi les poissons et les algues. C'est une Atlantide réelle, prouvée par la science, mais la fin de Doggerland n'a pas été seulement une inondation lente. Koda, flottant au-dessus de cet archipel en train de disparaître, sent soudain quelque chose de nouveau, une vibration profonde dans la terre, venant du nord, loin, très loin au nord, au large de la côte de ce qui est aujourd'hui la Norvège. Une catastrophe géologique
est en train de se produire. Le plateau continental, instable à cause de la fonte rapide des glaciers, est sur le point de s'effondrer. C'est ce qu'on appelle le glissement de Storegga. C'est l'un des plus grands glissements de terrain sous-marin de l'histoire de la planète. Des milliers de kilomètres cubes de roches et de boue sont sur le point de dévaler la pente continentale dans les abysses de l'océan. Koda ne comprend pas la géologie, mais il sent le danger. Les oiseaux de Doggerland s'envolent en masse, des nuages noirs de cris paniqués. La mer, qui montait lentement depuis des millénaires, commence soudainement à se comporter bizarrement. Sur le rivage, les gens du clan de Hanno sortent de leur hutte. Ils regardent l'océan. Quelque chose d'impossible est en train de se produire. La mer se retire. L'eau, qui était leur ennemi, s'enfuit. Elle recule loin, très loin, révélant des kilomètres de boue noire, de poissons frétillants et de vieilles forêts submergées depuis longtemps. C'est un spectacle miraculeux. Certains, les plus jeunes, courent vers la mer, excités par cette offrande soudaine de poissons faciles. Ils pensent que les esprits leur ont rendu leur terre. Mais Hanno, le vieil homme, ne court pas. Il est paralysé par une terreur ancienne. Il regarde l'horizon, là où la mer a disparu. Il sait, par un instinct profond hérité de milliers d'années d'observation de la nature, que l'eau ne part jamais sans revenir. Et quand elle reviendra avec colère. L'esprit de Koda regarde avec horreur. Il voit ce qui arrive. À l'horizon, une ligne noire apparaît. Elle grandit, elle s'élève. Ce n'est pas une marée, c'est un mur, un tsunami colossal, généré par l'effondrement de la montagne sous-marine au nord, fonce vers les basses terres de Doggerland, à la vitesse d'un avion à réaction. La montée lente des eaux avait affaibli Doggerland. Le tsunami allait lui porter le coup de grâce. L'histoire de la Terre perdue était sur le point de se terminer dans un rugissement d'écume et de destruction. Et Koda, le fantôme du passé, allait être le témoin impuissant de la fin d'un autre monde. L'esprit de Koda avait vu l'eau dévorer la terre à l'ouest. Il avait vu le grand pays de Doggerland disparaître sous les vagues grises, noyé par le tsunami et la montée des océans. C'était une mort violente et bruyante. Mais à l'intérieur des terres, loin des côtes, une autre sorte d'apocalypse se produisait. C'était une apocalypse silencieuse, lente et verte. Pour nous, une forêt est un endroit de beauté, de nature et de paix. Nous plantons des arbres pour sauver la planète. Mais pour Koda, un chasseur de la steppe, un homme habitué à voir le soleil se coucher sur un horizon plat et infini à 50 km de distance, ce qui se passait n'était pas une reforestation, c'était une invasion, c'était la construction d'une prison. Le climat chaud et humide qui avait fait fondre les glaciers avait libéré une force que le froid avait tenue en échec pendant 100 000 ans, la végétation. Koda, flottant au-dessus de l'Europe centrale, voit le changement se produire. Cela commence par des éclaireurs. De petits bouleaux, aux troncs blancs et fins, commencent à parsemer les plaines herbeuses. Ils ont l'air inoffensifs. Mais ils ne sont pas seuls. Derrière eux viennent les pins, sombres et résistants. Et derrière les pins, lents mais invincibles, viennent les chênes, les ormes et les noisetiers. Ce n'est pas la forêt clairsemée et ensoleillée que nous connaissons aujourd'hui, entretenue par des gardes forestiers. C'est la forêt primaire, la forêt vierge. C'est un mur. Les arbres poussent si près les uns des autres que leurs branches s'entremêlent, créant un toit solide, une canopée qui bloque le soleil. Koda voit l'herbe mourir. L'herbe dorée de la steppe, cette herbe riche en énergie qui nourrissait les mammouths, a besoin de lumière. Sous les nouveaux arbres, il fait sombre. L'herbe disparaît, remplacée par de la mousse, des fougères et des feuilles mortes pourrissantes. Le sol, autrefois sec et ferme, devient une éponge humide et sombre. Et avec l'herbe, les géants disparaissent. C'est l'un des spectacles les plus tristes que l'esprit de Koda doit observer. Il voit les derniers troupeaux de mammouths et de rhinocéros laineux. Ils sont confus. Leurs corps massifs sont faits pour les grands espaces ouverts. Ils ne peuvent pas manœuvrer dans cette forêt dense.
Leurs immenses défenses se coincent dans les troncs serrés. Ils ne peuvent pas voir les prédateurs approcher. Et surtout, ils n'ont rien à manger. Les arbres ne les nourrissent pas. La forêt les étouffe. Koda les voit se retirer, pousser vers le nord, vers les dernières bandes de toundra, fuyant la marée verte qui avale leur monde. Ils partent pour ne jamais revenir. Le monde des géants est officiellement terminé. Mais qu'en est-il des humains? Qu'en est-il des descendants de Koda? Ils ne peuvent pas migrer vers le nord aussi facilement. Ils doivent rester et s'adapter. Mais le monde qu'ils habitent maintenant est fondamentalement différent. Il a changé leur corps, leurs outils et même leur esprit. L'esprit de Koda descend à travers la canopée dense pour observer ses arrière-petits-enfants. Il trouve un petit groupe d'humains, mais il a du mal à les reconnaître. Ils ne sont pas comme lui. Koda était grand, large d'épaules, construit pour lancer de lourdes lances et marcher des jours entiers sur le plat. Ces nouveaux humains sont plus petits, plus compacts. Ils ne marchent pas avec la foulée longue et confiante des gens de la plaine. Ils se déplacent en silence, accroupis, se glissant entre les troncs et les buissons. Ils sont devenus des créatures de l'ombre. Rencontrons l'un d'eux. Appelons-le Elian. Elian est un chasseur du Mésolithique, l'âge moyen de la pierre. Il est seul dans la forêt. L'air est immobile, lourd d'humidité et de l'odeur de l'humus. Il n'y a pas de vent ici. Le silence est oppressant, brisé seulement par le craquement soudain d'une branche ou le cri d'un jet. Koda regarde l'arme d'Elian. Ce n'est pas la longue et lourde lance à pointe d'ivoire que Koda utilisait. Dans une forêt dense, une longue lance est inutile. Elle frapperait les arbres avant de pouvoir être lancée. Elian tient quelque chose de nouveau. Une pièce de bois courbée, tendue par une corde en boyau. Un arc. L'arc est l'enfant de la forêt. C'est une arme conçue pour l'embuscade, pour tirer un petit projectile rapide à travers une fenêtre étroite entre deux troncs d'arbres. C'est une arme de précision, pas de force brute. Elian ne cherche pas un mammouth. Il n'y en a plus. Il cherche un chevreuil ou un sanglier. Ces animaux sont rapides, furtifs et se fondent parfaitement dans les ombres des bois. La chasse a changé. Ce n'est plus une confrontation épique en terrain découvert. C'est un jeu de cache-cache mortel. Koda observe Elian alors qu'il se fige. Il a entendu quelque chose. À travers le feuillage dense, à seulement 10 mètres, une forme rousse bouge. Un chevreuil. Elian lève son arc. Il n'a qu'une fraction de seconde. Fouip. La flèche vole, silencieuse et mortelle. Le chevreuil s'effondre. C'est une victoire, mais Koda ressent un malaise. Dans son temps, la chasse était un événement communautaire, visible par tous sous le grand ciel. Ici, c'est un acte solitaire, caché, presque secret. Mais le changement le plus profond n'est pas technologique, il est psychologique. Koda se souvient de la steppe. Là-bas, le danger était visible. Vous pouviez voir un lion des cavernes arriver à 2 kilomètres. L'horizon était votre ami. Il vous donnait des informations. Il vous donnait le sentiment de liberté. La forêt a volé l'horizon. Pour Elian, le monde s'arrête à 10 mètres de son visage. Au-delà du premier rang d'arbres, c'est l'inconnu. La forêt est un labyrinthe infini. Vous ne pouvez pas voir le soleil se lever ou se coucher. Vous ne pouvez pas vous orienter par les étoiles, car le plafond de feuilles les cache. Il est incroyablement facile de se perdre et de mourir à quelques pas du campement. Koda sent la peur dans l'esprit d'Elian. Ce n'est pas la peur claire et nette du prédateur. C'est une peur plus sombre, plus superstitieuse. La forêt est pleine de bruit, sans cause visible. Des ombres qui bougent, des formes qui ressemblent à des visages dans l'écorce des arbres. C'est ici, dans ces bois sombres et impénétrables du Mésolithique, que sont nées nos peurs modernes. C'est ici que sont nés les contes de fées. Le grand méchant loup, les sorcières qui vivent dans les bois, les esprits de la forêt, les elfes, les trolls. Toutes ces histoires viennent d'une époque où l'humanité s'est retrouvée piégée dans une prison verte, entourée d'un monde qu'elle ne pouvait pas voir et qu'elle ne pouvait pas contrôler. Les gens de l'époque d'Elian
ne sont plus des nomades qui parcourent des continents. La forêt est trop dense pour voyager loin. Ils sont confinés. Ils vivent dans de petites clairières, au bord des rivières ou des lacs. Leur monde est devenu petit. Koda voit leur campement. Il est caché, de petites huttes faites de branches et de noisettes, presque invisibles. Ils mangent différemment aussi. La viande rouge des géants est rare. Ils mangent beaucoup de plantes, de noisettes, de baies, de racines. Ils mangent des escargots. Ils mangent du poisson. C'est une vie de spectre large, où l'on mange tout ce qu'on trouve, au lieu de dépendre d'une seule grande ressource. C'est une vie plus sûre, peut-être. Mais pour l'esprit de Koda, le vieux chasseur de la liberté, cela ressemble à une cage. Il voit comment la forêt a séparé les gens. Dans la steppe ouverte, les clans pouvaient se voir de loin, se rencontrer, échanger. Dans la forêt dense, un clan peut vivre à 5 kilomètres d'un autre, sans jamais savoir qu'il existe. L'isolement grandit, les langues commencent à diverger rapidement, les cultures se fragmentent. L'humanité est en train de devenir un archipel de petites îles isolées dans une mer d'arbres. L'esprit de Koda s'élève au-dessus de la canopée. De là-haut, le monde est une mer verte et onduleuse, magnifique, mais impénétrable. Il a vu le monde de glace mourir. Il a vu le monde de l'herbe mourir. Il a vu le monde de la terre ouverte se noyer. Et maintenant, il voit le monde se fermer sur lui-même. Il pense que c'est la fin de l'histoire, que la forêt va régner pour toujours, gardant les humains petits, craintifs et cachés dans les bois. Mais il a tort, car dans l'esprit de ces petits humains de la forêt, une nouvelle idée est en train de germer. Une idée dangereuse, une idée qui ne consiste pas à s'adapter à la forêt, mais à la détruire. Loin au sud-est, au-delà des grandes forêts, dans les terres arides du Moyen-Orient, quelque chose se passe. Des gens ont commencé à faire quelque chose d'étrange avec les graines des herbes sauvages. Ils ne se contentent donc pas de les ramasser, ils les plantent. Et cette idée, l'idée de l'agriculture, est en marche. Elle se déplace lentement vers l'Europe, et elle porte avec elle une arme plus puissante que l'arc, plus puissante que la lance, la hache de pierre polie et le feu. L'esprit de Koda voit, à l'horizon lointain, une fine colonne de fumée noire s'élever au-dessus des arbres. Ce n'est pas un feu de camp, c'est un feu de défrichement. Les envahisseurs verts ont conquis la steppe. Mais maintenant, les humains s'apprêtent à déclarer la guerre aux arbres. La première cicatrice est sur le point d'être infligée à la terre. La révolution néolithique arrive, et avec elle, la fin du monde sauvage. L'esprit de Koda avait vu les plaines glacées d'Europe être avalées par les forêts sombres. Il avait vu les terres côtières être dévorées par la mer. Le monde qu'il connaissait, le monde du froid, était mort. Mais la terre est vaste, et ses transformations sont infinies. Pour voir le prochain grand monde perdu, l'esprit de Koda doit entreprendre un long voyage. Il quitte les bois étouffants de l'Europe. Il traverse les montagnes des Alpes, qui perdent leurs neiges éternelles. Il survole la mer Méditerranée, bleue et scintillante. Et il arrive en Afrique. Aujourd'hui, si vous regardez l'Afrique du Nord depuis l'espace, vous voyez une immense cicatrice jaune et brune. C'est le Sahara, le plus grand désert chaud du monde. Un lieu de dunes de sable infini, de rochers brûlants et de morts. C'est l'un des endroits les plus hostiles de la planète. Nous supposons qu'il a toujours été ainsi, un désert éternel. Mais l'esprit de Koda ne voit pas de jaune, il voit du vert. Il y a 10 000 ans, alors que l'Europe se couvrait de forêts, l'Afrique vivait son propre miracle. C'était la période humide africaine. Un changement subtil dans l'orbite de la Terre avait déplacé les pluies de mousson vers le nord. L'eau, qui tombe aujourd'hui sur les forêts tropicales du Congo, tombait alors sur le désert. Et le désert a fleuri. Koda plane au-dessus de ce qui devrait être l'enfer, et il trouve le paradis. Imaginez le Sahara, non pas comme un océan de sable, mais comme un réseau de lacs et de rivières. Koda voit un lac si immense qu'il ressemble à une mer intérieure.
C'est le mégalac Tchad. À cette époque, il était plus grand que la mer Caspienne actuelle, plus grand que tous les grands lacs d'Amérique du Nord réunis. Il s'étendait sur des centaines de kilomètres, à travers le cœur de l'Afrique. Les rives de ce lac ne sont pas désertes. Elles sont bordées de forêts de savanes luxuriantes, d'acacias et de hautes herbes, et elles grouillent de vie. Koda, le chasseur de l'Arctique, est stupéfait par ce qu'il voit. Il voit des animaux qu'il ne connaît pas. Des troupeaux d'éléphants, non pas les mammouths laineux de son temps, mais leurs cousins à peau nue, traversent les plaines verdoyantes. Il voit des girafes, leurs longs cous dépassant des acacias. Il voit des antilopes par millions. Mais le plus étrange, ce sont les animaux aquatiques. Dans ce qui est aujourd'hui le sable le plus sec du monde, Koda voit des hippopotames, des milliers d'entre eux, nageant dans les rivières profondes. Il voit des crocodiles de 6 mètres de long, se prélasser sur les bancs de boue. Il voit des tortues géantes. C'est un monde d'eau. Et au milieu de cette abondance, il y a les humains. Ces gens ne sont pas les chasseurs furtifs des forêts d'Europe. Ils ne sont pas non plus les nomades désespérés du désert que nous imaginons aujourd'hui. Ils sont les seigneurs d'un paradis aquatique. Rencontrons Nia. C'est une femme qui vit sur les rives d'un grand fleuve, qui traverse ce qui est aujourd'hui le désert du Ténéré, au Niger. Elle est grande, forte. Sa peau est sombre pour la protéger du soleil puissant. Sa vie est très différente de celle de Koda. Koda passait sa vie à courir après des troupeaux. Nia n'a pas besoin de courir. La nourriture vient à elle. Nous la voyons au bord de l'eau. Elle tient un harpon. Mais ce n'est pas un harpon grossier. C'est une pointe d'os barbelée, finement sculptée, attachée à une longue hampe. Elle est immobile, ses yeux fixés sur l'eau. Soudain, elle frappe. Elle remonte une perche du Nil, un poisson énorme, pesant peut-être 50 kilos. Dans le Sahara vert, le poisson était la source de vie principale. Les archéologues ont trouvé des Keukenmöding, des tas d'ordures préhistoriques, remplis de millions d'arêtes de poissons et de coquilles de moules au milieu des dunes de sable. Le peuple de Nia a une vie riche. Parce qu'ils n'ont pas besoin de se déplacer constamment pour trouver de la nourriture, ils ont commencé à créer des choses que les nomades ne peuvent pas transporter. Kael voit Nia retourner à son campement. Devant sa hutte, il y a des pots, de la céramique. C'est une invention révolutionnaire. De grands récipients en argile, décorés de motifs ondulés qui rappellent l'eau. Ils servent à cuire des soupes de poissons, à stocker des grains sauvages. C'est le début de la sédentarité. Mais ce qui touche le plus l'esprit de Koda, c'est leur art. Il suit Nia alors qu'elle et son clan se rendent vers un affleurement rocheux, le plateau du Tassili Nadjer. Aujourd'hui, c'est un paysage lunaire de roches érodées. À l'époque de Nia, c'était une île de pierre surplombant la savane. Sur les parois des abris sous roches, les artistes du clan peignent leur monde. Koda regarde par-dessus leur épaule. Ils ne peignent pas des rêves, ils peignent la réalité. Ils peignent des troupeaux de bœufs aux longues cornes, conduits par des bergers. Ils peignent des femmes qui dansent. Ils peignent des chasseurs avec des arcs poursuivant des girafes. Et, chose incroyable, ils peignent des bateaux, des pirogues en roseau, naviguant sur des rivières qui n'existent plus. Ces peintures sont les photographies du monde perdu. Elles sont la preuve irréfutable que le Sahara n'était pas un désert. Koda voit une peinture d'un hippopotame. Pour un voyageur moderne qui trouverait cette peinture au milieu des dunes, cela ressemblerait à une blague ou à un fantasme. Mais Koda sait que c'est vrai. Il entend le grognement des hippopotames dans la vallée en contrebas. C'est un âge d'or. Une époque où l'humanité en Afrique a prospéré comme jamais auparavant. Les populations ont explosé. Les cultures se sont mélangées le long des voies navigables qui reliaient tout le continent. C'était un moment de paix et d'abondance. Un jardin d'Éden africain. Mais Koda, l'esprit ancien, ressent quelque chose que Nia ne peut pas sentir. Il ressent le mouvement lent et inexorable des étoiles. La période humide africaine était un accident orbital. Elle dépendait de l'inclinaison précise de l'axe de la Terre. Et cette inclinaison était en train de changer. Lentement,
Millimètre par millimètre, année après année, la terre se redressait. Koda voit les signes avant-coureurs. Les pluies de mousson, qui arrivaient chaque année comme une horloge, commencent à faiblir. Elles arrivent plus tard, elles partent plus tôt. Le niveau du méga-lac Tchad commence à baisser, laissant derrière lui de vastes plaines de boue qui sèchent et se craquellent au soleil. Nia le remarque aussi. Elle voit que la rivière est plus basse cette année. Elle voit que l'herbe de la savane jaunit plus vite. Mais elle ne s'inquiète pas trop. Les anciens disent que les pluies reviennent toujours. Le lac est éternel. C'est tout ce qu'ils ont toujours connu. Mais le lac n'est pas éternel. Le Sahara est un monstre endormi et il est en train de se réveiller. L'esprit de Koda regarde vers le nord, vers le vaste désert qui attend son heure. Il voit le sable. Pour l'instant, le sable est prisonnier, maintenu en place par les racines des herbes et des arbres. Il est caché sous le tapis vert, mais il est là. Il attend que la pluie cesse, que les racines meurent pour reprendre sa liberté. C'est la tragédie particulière de ce monde perdu. Contrairement à Doggerland, qui a été tué par l'eau, le Sahara vert va être tué par l'air, par le manque d'eau, et la transition ne sera pas lente et douce. Les scientifiques ont découvert que la fin du Sahara vert a été brutale. Le système climatique a atteint un point de basculement. Une fois que la végétation a commencé à mourir, le sol nu a réfléchi plus de chaleur, ce qui a chassé les nuages, ce qui a tué plus de végétation. C'était une boucle de rétroaction mortelle. En l'espace de quelques siècles seulement, peut-être quelques générations, le paradis vert allait s'effondrer en poussière. Koda regarde Nia jouer avec ses enfants dans l'eau fraîche. Il sait ce qui arrive. Il sait que ses enfants, ou leurs petits-enfants, seront les derniers du peuple de l'eau. Il sait qu'ils devront faire face à un choix terrible. Mourir de soif dans leur maison qui s'assèche, ou fuir. Il voit déjà les routes de l'exode. Il voit les rivières devenir des routes de poussière. Il voit les populations se masser vers les rares sources d'eau restantes, ou migrer vers l'est, vers le seul fleuve qui ne mourra pas, le Nil. Le Sahara vert est l'un des plus grands fantômes de notre planète. C'est un rappel que le climat n'est pas stable, que les déserts ne sont pas éternels, et que sous les dunes de sable brûlantes d'aujourd'hui gisent les os d'hippopotames, les fragments de poterie et les rêves oubliés d'un peuple qui vivait dans un paradis aquatique. Koda s'éloigne. Il ne peut pas sauver Nia. Il ne peut pas faire tomber la pluie. Il doit continuer son voyage. Il a vu le monde geler. Il l'a vu se noyer. Il l'a vu fleurir. Maintenant, il va voir la dernière grande transformation. Il va voir comment les humains, chassés de leur paradis, ont cessé de s'adapter au monde et ont décidé de changer le monde pour qu'il s'adapte à eux. Il va voir la première cicatrice, la naissance de l'agriculture. L'esprit de Koda avait voyagé à travers le temps et l'espace. Il avait vu la steppe glacée mourir. Il avait vu les terres côtières se noyer. Il avait vu le désert fleurir. Dans tous ces mondes perdus, une règle restait constante. L'homme était un invité. Les humains, comme les lions ou les mammouths, vivaient selon les règles de la nature. Si le climat changeait, ils bougeaient. Si la nourriture manquait, ils mouraient ou ils partaient. Ils ne laissaient pas de traces permanentes. Ils marchaient légèrement sur la terre. Mais maintenant, Koda sentait un changement, une vibration nouvelle et inquiétante dans le sol. Ce n'était pas le grondement d'un tremblement de terre ou d'un volcan. C'était le bruit rythmé, incessant, d'un millier de houes en pierre frappant la terre. Koda dérive vers le nord-est, quittant l'Afrique pour une région que nous appelons aujourd'hui le Croissant fertile, une arche de terre riche qui s'étend d'Israël à l'Irak, en passant par la Turquie. Nous sommes il y a environ 10 000 ans, ce qu'il voit le choc. Dans le monde de Koda, les humains étaient comme le vent. Ils arrivaient, chassaient, montèrent des tentes légères et repartaient. Mais ici, les humains se sont arrêtés. Ils se sont figés. Koda plane au-dessus d'une vallée. Il voit des structures étranges. Ce ne sont pas des tentes de peau, ce sont des murs en briques de boue séchées, des murs en pierre. Ils forment des carrés et des cercles serrés les uns contre les autres.
C'est un village, le premier village. Pour un chasseur nomade, cela ressemble à une ruche d'abeilles, un endroit où les gens s'entassent, piégés. Il descend pour observer. Il rencontre un homme. Appelons-le Tren. Tren ne ressemble pas à Koda. Il est plus petit, moins musclé. Ses mains ne sont pas calleuses à cause de la lance, mais à cause de la terre. Tren est à genoux dans un champ. Il tient un outil étrange, une lame de pierre polie, attachée à un manche en bois, une houe. Koda regarde ce que fait Tren. Il attaque la terre. Il déchire la peau du monde. Il arrache les herbes sauvages, les mauvaises herbes, et les jette de côté pour qu'elles meurent. Et à leur place, il met quelque chose de précieux, des graines. C'est la naissance de l'agriculture, la révolution néolithique. C'est le moment où l'humanité a déclaré la guerre à la nature sauvage pour créer un ordre artificiel. La science nous dit que ce changement a été déclenché par le climat. L'Holocène, l'époque chaude et incroyablement stable qui a suivi l'âge de glace, a permis aux plantes de pousser de manière prévisible. Nos ancêtres ont remarqué que certaines herbes, comme le blé et l'orge sauvage, pouvaient être récoltées. Puis ils ont réalisé qu'ils pouvaient les aider à pousser. Mais ils ont fait plus que simplement planter. Ils ont changé les plantes elles-mêmes. Koda regarde le blé que Tren protège. Ce n'est pas l'herbe sauvage de la steppe. C'est un monstre biologique. Le blé sauvage a des graines qui tombent toutes seules quand elles sont mûres, pour se semer. C'est naturel. Mais Tren et ses ancêtres ont sélectionné, année après année, les plantes mutantes qui gardaient leurs graines accrochées à la tige. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile à récolter pour l'homme. Le résultat est une plante qui ne peut plus se reproduire seule. Si Tren arrête de planter, ce blé meurt. L'homme et la plante sont devenus esclaves l'un de l'autre. Tren doit travailler du matin au soir pour nourrir le blé, et le blé nourrit Tren. Koda ressent une profonde tristesse. Il se souvient de la liberté de la chasse. Il voit Tren, courbé sous le soleil, brisant des mottes de terre, son dos douloureux, sa peau brûlée. Il travaille 10 fois plus dur que Koda ne l'a jamais fait. Et pourquoi ? Pour une bouillie de grains fades. Mais le changement ne s'arrête pas aux plantes. Koda entend un bruit familier, mais déformé, le bêlement d'une chèvre. Il vole vers l'enclos. Il voit des animaux. Mais ils ne sont pas libres. Ils sont derrière une barrière de bois épineux. Ils sont plus petits que les chèvres sauvages de la montagne. Leurs cornes sont différentes. Ils ne fuient pas à l'approche de Tren. Ils attendent qu'il leur apporte de l'herbe. C'est la domestication. Koda a toujours vu les animaux comme des égaux, des esprits puissants qu'il fallait respecter et remercier après la mort. Tren voit les animaux comme des objets, comme des propriétés. Ils contrôlent leur vie, leur reproduction et leur mort. L'esprit sauvage a été brisé. Et puis, Koda voit la première cicatrice. Il regarde la lisière du village. Tren et les autres hommes sont là. Ils ont des haches en pierre polie, incroyablement tranchantes. Ils s'attaquent à la forêt qui a envahi l'Europe et l'Asie après la glace. Et maintenant l'ennemi. Les arbres prennent la place des champs. Alors, ils doivent partir. Koda entend le bruit sourd des haches, le craquement du bois, le fracas des géants qui tombent. Il voit la fumée. Il brûle la forêt pour faire de la place. Pour la première fois dans l'histoire de la Terre, une espèce vivante est en train de changer la géographie physique de la planète. Avant, l'homme vivait dans le paysage. Maintenant, l'homme crée le paysage. La forêt recule, les champs carrés, bruns et verts, avancent. C'est un motif géométrique imposé sur le chaos organique de la nature. C'est le début de la fin du monde sauvage. Koda voit les conséquences de ce nouveau monde. Il voit que le village de Tren est sale. Les déchets s'accumulent. Les rats, attirés par les stocks de grains, pullulent. Les maladies, nées de la proximité avec les animaux et les ordures, commencent à frapper les enfants. Koda voit des gens avec des dents pourries à cause du sucre des céréales, des os déformés par le travail répétitif. Ils sont plus petits que les chasseurs de mammouths. Ils sont moins bonne santé, mais ils sont plus nombreux. C'est le piège. L'agriculture produit plus de nourriture, mais de moins bonne qualité.
Plus de nourriture signifie plus de bébés. Plus de bébés signifie qu'il faut plus de champs. Plus de champs signifie qu'il faut couper plus de forêts. C'est une boucle sans fin. Ils ne peuvent pas revenir en arrière. S'ils arrêtent de cultiver, ils mourront de faim, car ils sont maintenant trop nombreux pour vivre de la chasse. Le piège s'est refermé. Koda voit les tensions monter. Le champ de Tren est sa vie. Si quelqu'un essaie de voler son blé, Tren se battra. Koda voit des murs plus hauts se construire autour du village. Il voit des armes qui ne sont pas faites pour chasser les animaux, mais pour tuer d'autres hommes qui voudraient leur prendre la terre. La propriété a créé la guerre. C'est un monde perdu d'un genre nouveau. Ce n'est pas un paysage qui a disparu. C'est un état d'esprit qui a disparu. Le monde de la liberté, du mouvement, de l'harmonie avec la nature, a été remplacé par le monde du travail, de la propriété et du contrôle. L'esprit de Koda regarde Tren dormir dans sa maison debout, inquiet pour la pluie de demain. Koda, lui, ne s'est jamais inquiété de la pluie. La pluie faisait pousser l'herbe, et l'herbe nourrissait le mammouth. C'était le travail de la nature, pas le sien. Le paysage a changé à jamais. La forêt primaire, qui semblait infinie, commence à se fragmenter. Les grands animaux sont repoussés de plus en plus loin, vers les montagnes, vers les marges. Le monde appartient désormais aux fermiers. Koda s'éloigne, le cœur lourd. Il a vu la naissance de la civilisation, et pour lui, cela ressemble à la mort de la terre. Mais la terre est patiente. Elle a survécu à la glace. Elle a survécu au feu. Elle survivra à la charrue. Et comme pour prouver sa puissance, la terre prépare une nouvelle leçon d'humilité. L'esprit de Koda est attiré vers le sud, de retour vers l'Afrique. Là-bas, le grand paradis vert du Sahara, le monde des lacs et des hippopotames que nous avons vus plus tôt, arrive à la fin de son temps. Les étoiles ont bougé, la pluie s'arrête, le désert revient pour réclamer son dû. Koda va voir ce qui se passe quand le climat décide de reprendre ce qu'il a donné, et comment les humains, même avec toute leur nouvelle ingéniosité, sont encore à la merci du ciel. La grande sécheresse arrive. L'esprit de Koda avait vu l'homme conquérir la terre avec la charrue. Il avait vu la naissance de l'agriculture, la première tentative de l'humanité de contrôler la nature. Mais la nature a toujours le dernier mot. Pour le prouver, Koda retourne vers le sud, vers le joyau vert qu'il avait visité auparavant, le Sahara. Il y a quelques milliers d'années, c'était un paradis de lacs, de rivières et d'hippopotames où vivait le peuple de Nia. Mais maintenant, Koda voit que le vert est en train de pâlir. Le jaune, la couleur du sable et de la mort, est en train de revenir. Ce qui se passait n'était pas la faute de l'homme, c'était la faute des étoiles. La période humide africaine avait été causée par une légère inclinaison de l'axe de la Terre, qui avait attiré les pluies de mousson vers le nord. Mais la Terre vacille, comme une toupie qui ralentit. Lentement, inexorablement, l'axe s'est redressé. Et la ceinture de pluie, source de toute vie, a commencé à redescendre vers le sud. Pour nous, un changement climatique est un graphique effrayant. Pour les descendants de Nia, c'était une apocalypse au ralenti qui se déroulait sous leurs yeux. Koda plane au-dessus du mégalac Tchad. Il est méconnaissable. Le vaste océan intérieur s'est brisé en une série de flaques boueuses. Les rives verdoyantes sont devenues des plaines de boue craquelée, blanches de sel. L'odeur n'est plus celle des fleurs et de l'eau fraîche. C'est l'odeur du poisson pourri et de la poussière. Il descend pour trouver les humains. Il voit un campement, mais ce n'est plus le village prospère et joyeux qu'il avait vu. C'est un lieu de désespoir. Rencontrons Kémi, une lointaine descendante de Nia. Elle est maigre. Sa peau est couverte de poussière. Elle tient un pot en argile, le même genre de pot que ses ancêtres utilisaient pour stocker l'abondance. Mais maintenant, le pot est vide. Elle marche vers ce qui reste de la rivière. Ce n'est plus qu'un mince filet d'eau brune, étouffé par la boue. Autour d'elle, le paysage est un cimetière. Koda voit les os blanchis des animaux qui n'ont pas pu partir. Des squelettes d'éléphants, d'antilopes et même d'hippopotames, piégés dans la boue séchée, cherchant de l'eau jusqu'à leur dernier souffle.
Le paradis aquatique est devenu un piège mortel. La tragédie du Sahara, c'est la vitesse. Les scientifiques ont découvert que la fin du Sahara vert ne s'est pas produite sur des milliers d'années. Une fois que la végétation a commencé à mourir, le sol nu a réfléchi la chaleur du soleil vers le ciel, ce qui a chassé les nuages encore plus loin. C'était une boucle de rétroaction brutale. En l'espace de quelques siècles, peut-être même en une seule vie humaine, la forêt est devenue une savane, et la savane est devenue un désert. Kémy regarde le ciel. Il est d'un bleu dur, impitoyable. Pas un seul nuage. Les anciens parlent encore du temps où la pluie tombait pendant des mois. Pour Kémy, cela ressemble à un mensonge. La tension dans le campement est palpable. Il y a trop de gens et pas assez d'eau. Les groupes voisins, eux aussi désespérés, commencent à empiéter sur les derniers points d'eau. Koda voit les hommes préparer leurs armes. Pas pour la chasse, mais pour la guerre de l'eau. C'est la fin de l'innocence. Mais les humains sont des survivants. Face à la mort certaine, ils font ce qu'ils ont toujours fait, ils bougent. Koda voit le moment de la décision. Kémy et son clan rassemblent leurs quelques affaires. Ils prennent les peaux les plus solides, les peaux d'animaux, leurs outils. Ils tournent le dos à leur maison, aux tombes de leurs ancêtres, qui seront bientôt avalées par les dunes. Ils commencent à marcher. Ils ne marchent pas vers le sud, vers la jungle. Ils marchent vers l'est. Ils suivent la rumeur d'une source d'eau qui ne tarit jamais. Une rivière si grande qu'elle traverse le désert, comme un serpent de vie, venant des montagnes lointaines. Le Nil, c'est l'un des plus grands exodes de l'histoire humaine. Koda, flottant haut dans le ciel, voit des centaines de petits groupes comme celui de Kémy, des milliers de points minuscules, traversant le sable jaune qui s'étend. Ils fuient le désert naissant. Ils convergent tous vers la vallée du Nil. Quand ils y arrivent, le choc est immense. Le Nil est une oasis linéaire, une bande de verre intense au milieu de la mort jaune. Mais c'est un monde bondé. Des milliers de réfugiés climatiques arrivent en même temps. Koda voit les conséquences de cette compression. Les gens doivent s'organiser pour survivre. Ils ne peuvent plus simplement cueillir et chasser. Il y a trop de bouches à nourrir sur une trop petite surface. Ils doivent utiliser les nouvelles connaissances de l'agriculture. Ils doivent contrôler le fleuve. Ils doivent construire des canaux, des digues. Et pour faire cela, ils ont besoin de chefs. Ils ont besoin d'ordre. Koda est témoin de la naissance accidentelle d'une civilisation. La mort du Sahara vert a forcé les populations à se concentrer dans la vallée du Nil, créant une cocotte minute sociale qui allait donner naissance, quelques siècles plus tard, aux pharaons et aux pyramides. L'Égypte ancienne est l'enfant du changement climatique. C'est le cadeau que le désert mourant a fait à l'histoire. Mais pour le Sahara lui-même, c'est la fin. Le sable a gagné. Koda regarde en arrière. Les lacs ont disparu. Les rivières sont devenues des wadis, des lits de rivières d'Oïs fantômes qui ne se remplissent qu'une fois tous les 10 ans. Le vent sculpte les dunes en vagues géantes, enterrant les preuves que la vie a jamais existé ici. Les peintures rupestres du Tassili, ces images de girafes et de bateaux que Nia et son peuple avaient peintes, sont maintenant isolées au milieu d'un enfer de pierre et de sable. Elles sont les seuls témoins, les seules preuves silencieuses du monde perdu. Koda ressent une leçon profonde. Le monde n'est pas seulement en train de changer, il est cyclique. Ce qui est vert deviendra jaune. Ce qui est humide deviendra sec. La terre n'appartient à personne. Les humains peuvent construire des villages et planter des graines, comme Traîne l'a fait. Mais si le ciel décide d'arrêter la pluie, tous leurs efforts ne sont que poussière. Le Sahara est redevenu un désert, scellant son histoire sous le sable pour les 5000 prochaines années. Mais l'esprit de Koda doit continuer. Il reste un dernier monde perdu à explorer. Ce n'est pas un monde du passé lointain, effacé par la nature. C'est un monde nouveau, étrange, qui est en train de se construire par-dessus l'ancien. Koda sent une attraction vers le futur. Il va faire un saut dans le temps, jusqu'à l'Anthropocène, notre époque actuelle. Il va voir comment nous, les humains modernes, avons créé notre propre couche géologique. Il va marcher dans une ville moderne et voir ce qui gît sous le béton.
Il va réaliser que nous marchons tous, chaque jour, sur les fantômes de son monde. L'esprit de Koda avait vu le désert avaler la civilisation naissante du Nil. Il avait appris que la nature pouvait détruire les rêves des hommes en asséchant le ciel. Mais il y a une autre façon pour un monde de disparaître. Parfois, la nature ne détruit pas en tuant. Elle détruit en recouvrant. Elle détruit en effaçant la mémoire. Pour sa prochaine étape, Koda traverse le grand océan Atlantique. Il vole vers l'ouest, vers le plus grand tapis vert du monde, la forêt amazonienne. Pour nous, les humains modernes, l'Amazonie est le symbole ultime de la nature vierge. Nous l'imaginons comme une jungle impénétrable, un endroit sauvage où l'homme n'a jamais vraiment laissé sa marque, sauf peut-être quelques petites tribus isolées. Nous pensons que c'est le jardin d'Éden, intact depuis la nuit des temps. Mais Koda, avec ses yeux d'esprit ancien, voit la vérité. Et la vérité, c'est que la forêt amazonienne est un mensonge. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas une nature sauvage. C'est un jardin abandonné. C'est un cimetière géant recouvert d'arbres. Il y a 500 ans, juste avant l'arrivée des Européens, l'Amazonie n'était pas vide. Elle était pleine. Koda descend à travers les nuages. Il s'attend à voir une jungle sombre et hostile, comme celle qui a envahi l'Europe de son temps. Mais ce qu'il voit le stupéfie. Il voit des villes, pas des villes de pierre comme en Égypte ou en Europe, mais des villes de bois et de terre. Il voit de vastes réseaux de routes surélevées qui traversent dans les marécages, reliant des villages de milliers de personnes. Il voit des canaux géants creusés pour gérer l'eau. Il voit des places géométriques, des cercles et des carrés parfaits dessinés sur le sol, si grands qu'on ne peut les voir en entier que du ciel. Ce sont les géoglyphes. C'est un monde perdu qui défie l'imagination. Les scientifiques modernes commencent à peine à le redécouvrir grâce à la technologie laser, LIDAR, qui permet de voir à travers les arbres. Ils réalisent maintenant que des millions de personnes vivaient ici. Koda descend pour rencontrer les habitants de ce monde. Il trouve une femme nommée Yara. Elle vit dans un grand village au bord de l'Amazone. Yara n'est pas une chasseuse nomade. Elle est une fermière, mais pas comme Tren dans Le Croissant Fertile. Tren se battait contre la nature, arrachant les arbres pour planter du blé. Yara travaille avec la forêt. Koda la regarde travailler la terre. Le sol de la jungle est naturellement pauvre, jaune et acide. Rien ne devrait y pousser longtemps. Mais la terre d'Yara est noire, riche et profonde. C'est le secret de ce monde perdu. La terra preta, terre noire. Yara et ses ancêtres n'ont pas seulement cultivé le sol, ils l'ont fabriqué. Pendant des siècles, ils ont mélangé du charbon de bois, des os d'animaux, des déchets de cuisine et des tessons de poterie dans le sol stérile. Ce mélange a créé un super sol artificiel, incroyablement fertile, qui se régénère tout seul. Koda voit qu'Yara ne plante pas des champs de monoculture. Elle plante une forêt alimentaire. Elle plante des arbres fruitiers, des noix du Brésil, des palmiers, du manioc. Elle a transformé la jungle en un verger géant. Ce que Koda pensait être une forêt sauvage est en fait un jardin soigneusement géré. Les arbres ne sont pas là par hasard. Ils ont été choisis. C'est une civilisation brillante. Ils n'ont pas besoin de détruire la forêt pour vivre. Ils l'ont domestiquée. Ils vivent dans une abondance incroyable, sans détruire leur monde. C'est peut-être la société la plus durable que la Terre ait jamais portée. Koda se sent apaisé. Il a vu les hommes détruire la steppe. Il a vu les hommes brûler les forêts d'Europe. Mais ici, l'homme et la nature semblent avoir trouvé un équilibre. Il pense que ce monde durera toujours. Mais l'histoire humaine est tragique. Et la fin de ce monde ne viendra pas du climat, ni d'une guerre locale. Elle viendra de la mer. L'esprit de Koda voit des navires étranges arriver sur la côte, loin à l'est. Des hommes à la peau pâle, portant du métal et des croix. Les Européens, ils apportent avec eux des armes, oui, mais leur véritable arme est invisible. C'est leur souffle, c'est leur sang. Ils apportent la variole, la grippe, la rougeole. Ces maladies sont des tueurs silencieux. Elles voyagent plus vite que les hommes.
Elle remonte les grandes routes commerciales de l'Amazonie, passant de village en village, de ville en ville, bien avant que les habitants n'aient jamais vu un homme blanc. Koda regarde le village d'Yara. Il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de feu, il n'y a que le silence. Yara tombe malade, ses enfants tombent malades. Tout le village brûle de fièvre. En quelques semaines, 90% de la population est morte. Les survivants, terrifiés, fuient dans la forêt profonde, abandonnant leur ville, leurs routes, leurs champs de terre noire. C'est le grand mourir, l'une des plus grandes catastrophes démographiques de l'histoire. Des millions de personnes disparaissent en un clin d'œil. Et puis, la nature reprend ses droits. Koda regarde le temps accélérer. Sans Yara pour désherber, sans les hommes pour entretenir les clairières, la jungle sauvage revient. Les arbres à croissance rapide envahissent les vergers. Les lianes étouffent les maisons de bois. Les racines brisent les poteries. Les routes surélevées disparaissent sous la végétation. En moins d'un siècle, la grande civilisation de l'Amazonie est effacée. Les explorateurs européens qui arrivent de plus tard, remontant le fleuve, ne voient que des arbres. Ils voient quelques sauvages vivant dans des huttes simples, les descendants traumatisés des survivants. Ils écrivent dans leurs journaux qu'ils ont découvert une forêt vierge, un endroit où l'homme n'a jamais vécu. Ils avaient tort. Ils marchaient sur un cimetière. Koda flotte au-dessus de la canopée moderne. Il voit l'océan vert infini. C'est beau, oui, mais pour lui, c'est un masque. Il sait que sous ces arbres géants, sous les racines enchevêtrées, il y a de la terre noire. Il y a les restes d'un jardin qui nourrissait des millions de personnes. C'est le monde perdu le plus ironique de tous. Nous pensons que l'Amazonie est un sanctuaire de la nature sauvage. Mais en réalité, une grande partie de cette forêt est un artefact humain, une ruine biologique laissée après l'apocalypse bactérienne. Les noyers du Brésil que nous mangeons aujourd'hui sont les arrière-petits-enfants des arbres plantés par Yara. Koda ressent le poids de l'oubli. Les mondes ne disparaissent pas seulement physiquement, ils disparaissent de la mémoire. Nous marchons sur les rêves de nos ancêtres, sans même le savoir. Le voyage de Koda touche à sa fin. Il a vu le passé lointain. Il a vu les mondes naturels détruits par le climat et les mondes humains détruits par la maladie. Mais il reste une dernière couche à explorer, la couche que nous sommes en train de construire. Koda sent l'appel du présent. Il va quitter la jungle silencieuse pour se rendre dans le lieu le plus bruyant de la Terre, une ville moderne. Il va voir la croûte de béton. Il va voir comment nous, les humains d'aujourd'hui, sommes en train de créer le prochain monde perdu. Il va se tenir au milieu de Times Square ou de Paris, et il va regarder sous l'asphalte pour voir ce qui dort là-dessous. Le grand cycle continue. L'esprit de Koda avait fait un long voyage. Il avait vu la nature effacer les œuvres de l'homme en Amazonie et au Sahara. Il avait vu l'eau engloutir Doggerland. Mais maintenant, il ressentait le besoin de rentrer chez lui. Il voulait revoir la vallée où il était mort, là où ses propres eaux reposaient depuis 20 000 ans. Il traverse l'océan et retourne en Europe. Mais il ne reconnaît rien. La steppe à mammouth a disparu. La forêt sombre qui l'avait remplacée a elle aussi disparu, coupée par les haches de pierre et de bronze. À la place, Koda voit quelque chose de nouveau. Il voit de la pierre, mais ce n'est pas la roche naturelle des montagnes. C'est de la pierre taillée, carrée, ordonnée. Il plane au-dessus d'une rivière qu'il connaissait bien. Sur ces rives, là où il y avait autrefois des tentes de peau, se dresse maintenant une ville. Nous sommes il y a environ 2000 ans, à l'époque romaine. La ville s'appelle Lutèce, l'ancêtre de Paris. Koda est confus. Le sol a changé. Il essaie de trouver l'endroit où il est mort, l'entrée de sa petite grotte. Mais elle n'est plus là. Elle est enterrée. C'est le secret des villes enterrées. Nous pensons que le sol est une surface stable, mais dans les endroits où les humains vivent depuis longtemps, le niveau du sol monte. Chaque génération construit sur les ruines de la précédente. Les déchets, les briques cassées, la poussière, les incendies.
Tout cela s'accumule. Si vous creusez sous une ville moderne comme Paris, Londres ou Rome, vous ne trouvez pas de la terre naturelle. Vous trouvez des couches d'histoire comme un gâteau millefeuille de civilisation. Koda descend dans les rues de Lutèce. Il voit des gens en tunique, des soldats en armure, des marchands. Le sol est pavé de pierres dures. Koda sait que ces os sont là, quelque part, 5 ou 10 mètres sous les pieds de ces gens. Ils marchent sur lui, mais ils ne le savent pas. Pour eux, leur ville est la seule réalité. Ils pensent qu'elle durera toujours. Ils rencontrent un homme. Appelons-le Marcus. Marcus est un maçon. Il construit un mur. Il mélange du mortier. Il empile des pierres. Il est fier de son travail. Il pense qu'il construit pour l'éternité. Koda le regarde avec une tristesse ancienne. Il sait que rien n'est éternel. Et le temps, comme toujours, commence à accélérer pour l'esprit de Koda. Il voit l'Empire romain s'effondrer. Les beaux murs de pierre de Marcus sont brisés. Le feu ravage la ville. Les toits s'effondrent. La nature tente de revenir. L'herbe pousse entre les pavés. Mais les humains ne partent pas. Une nouvelle génération arrive. Ils ne nettoient donc pas les ruines. Ils construisent par-dessus. Ils utilisent les vieilles pierres de Marcus pour faire de nouvelles maisons, plus grossières. Ils jettent leurs ordures dans les rues. Et le niveau du sol monte encore d'1 mètre. Les siècles passent. Koda voit des châteaux en bois remplacer les maisons de pierre, puis des cathédrales en pierre remplacer les châteaux en bois. Chaque siècle ajoute sa couche. La boue du Moyen-Âge recouvre le pavé romain. Le pavé de la Renaissance recouvre la boue médiévale. C'est ce que les archéologues appellent la stratigraphie. C'est l'histoire écrite en couches de terre. Et c'est une forme de destruction. Pour construire le nouveau monde, l'ancien monde doit être enterré. La ville romaine de Marcus n'a pas disparu. Elle est devenue les fondations de la ville suivante. Elle est devenue le sous-sol. Koda voit la ville grandir, s'étendre comme une tache d'huile. Elle dévore les champs. Elle canalise la rivière entre des murs de pierre. La terre naturelle, la terre où Koda a chassé le mammouth, est maintenant si profonde qu'elle est inaccessible. Elle est devenue un mythe, un monde souterrain, oublié. Parfois, les humains creusent. Koda voit des hommes creuser un puits profond ou des fondations pour une grande tour. Ils remontent de la terre noire, pleine de fragments de poterie, de pièces de monnaie, d'os de chevaux. Ils regardent ces objets avec curiosité, puis les jettent. Ils ne comprennent pas qu'ils tiennent les restes de la vie de Marcus, ou peut-être même un éclat de silex que Koda lui-même avait taillé. C'est une leçon brutale sur la mémoire. Nous pensons que nous laissons une trace, mais nous ne faisons que devenir une couche de sédiments pour le futur. Koda regarde la ville changer encore. La pierre et le bois sont remplacés par la brique et le fer. Des cheminées d'usine commencent à cracher de la fumée noire, obscurcissant le ciel comme l'avait fait l'hiver volcanique. Le bruit devient assourdissant. C'est la révolution industrielle. Les humains commencent à creuser comme jamais auparavant. Ils ne creusent pas pour planter, mais pour construire des tunnels. Le métro, les égouts. Koda voit ces tunnels serpenter à travers les couches d'histoire, coupant à travers les murs romains, les caves médiévales, et frôlant parfois la couche profonde de l'âge de glace. Il voit un ouvrier du 19e siècle, creusant un tunnel, tombé sur une défense de mammouth géante. L'ouvrier s'arrête, stupéfait. C'est un moment de connexion impossible. Le monde moderne, fait de vapeur et d'acier, touche soudainement le monde perdu de la glace. Pendant une seconde, le temps s'effondre. L'ouvrier regarde la défense et se demande quel genre de monstre vivait ici. Koda regarde l'ouvrier et se demande quel genre de monstre est devenu l'homme. Puis, l'ouvrier reçoit l'ordre de continuer. La défense est brisée, jetée dans les déblais ou peut-être envoyée dans un musée pour être regardée par des curieux. Le tunnel continue. Le progrès ne s'arrête pas pour les fantômes. Koda réalise que la ville est un organisme vivant qui se nourrit de son propre passé. Elle grandit en hauteur, mais elle s'épaissit aussi en profondeur. Elle est une croûte artificielle qui scelle la terre. La nuit tombe sur la ville industrielle.
Les lampes à gaz s'allument, repoussant les étoiles que Koda aimait tant. Il ne peut plus voir la Voie lactée. La lumière de la ville a effacé le ciel, tout comme le béton a effacé la terre. Koda se sent plus seul que jamais. Dans la nature sauvage, la mort fait partie du cycle. Un arbre tombe, il nourrit le sol, un nouvel arbre pousse. Mais ici, dans la ville, la mort est cachée, enterrée, niée. Les humains ont construit un monde où la nature n'a pas le droit d'entrer. Mais Koda sait que c'est une illusion. Il a vu des civilisations tomber. Il a vu le Sahara vert mourir. Il sait que cette ville de pierre et de fer, qui semble si puissante, est aussi fragile que les huttes de bois de l'Amazonie. Elle repose sur des couches de ruines. Elle est construite sur un cimetière. Le voyage de Koda touche à sa fin. Il est revenu à son point de départ, mais l'endroit n'existe plus. Il est devenu le sous-sol d'une métropole. Il ne lui reste plus qu'une étape. Il doit voir le maintenant. Il doit voir le sommet de cette montagne de débris que nous appelons le monde moderne. Il doit voir la croûte de béton finale, l'anthropocène, et comprendre ce que nous, les humains d'aujourd'hui, sommes en train de faire à la planète qui nous porte. Le dernier chapitre s'ouvre. L'esprit de Koda a traversé des millénaires de glace, d'eau, de sable et de pierre. Il a vu le monde changer de visage encore et encore. Mais rien, absolument rien dans son long voyage, ne l'a préparé à ce qu'il voit maintenant. Il arrive dans le maintenant. Il flotte au-dessus de l'endroit même où se trouvait sa vallée, là où il chassait le mammouth. Mais la vallée a disparu. La forme même de la terre a été effacée. À sa place, se dresse une chaîne de montagnes artificielles, des tours de verre et d'acier, si hautes qu'elles grattent le ventre des nuages. Elles brillent de millions de lumières, transformant la nuit en un jour perpétuel et électrique. C'est une métropole moderne. Paris, Londres, New York, peu importe le nom. Pour Koda, c'est une seule et même chose, la cité de l'homme. Le bruit est la première chose qui le frappe. Ce n'est pas le grondement du tonnerre ou le barrissement d'un troupeau. C'est un rugissement constant, mécanique, un bourdonnement grave qui fait vibrer l'air. En bas, dans les canyons artificiels, des rivières de métal coulent sans fin. Des bêtes aux yeux brillants, les voitures, filent à une vitesse impossible, transportant des humains dans leur ventre. Koda descend dans la rue. Il essaie de toucher le sol, mais il n'y a pas de sol. La terre, la vraie terre qui respire, celle qui sent la pluie et l'humus, a disparu. Elle a été scellée. Une croûte dure, grise et imperméable recouvre tout. Le béton, l'asphalte. C'est la nouvelle peau de la planète. Les humains ont enveloppé le monde dans un linceul de pierre artificielle. Ils regardent les gens. Ils sont des millions, entassés les uns sur les autres. Ils ne ressemblent pas à Traîne le fermier, ni à Nia la pêcheuse. Ils sont propres. Leurs vêtements sont de couleurs vives et étranges. Ils sont en bonne santé, grands et forts, mieux nourris que n'importe quel roi de l'Antiquité. Ils n'ont pas peur des lions, ils n'ont pas peur du froid. Ils ont conquis tous les ennemis naturels qui terrifiaient Koda. Mais ils ont l'air absents. Koda marche parmi eux, un fantôme invisible dans la foule. Il voit qu'il ne regarde pas le monde. Il ne regarde pas le ciel pour voir si la pluie arrive. Il ne regarde pas l'horizon. Ils regardent tous de petits rectangles de lumière qu'ils tiennent dans leurs mains. Ils sont connectés à un monde invisible, un monde de signaux et d'images, totalement déconnectés de la réalité physique qui les entoure. Ils marchent vite, toujours pressés, mais ils ne vont nulle part pour chasser ou cueillir. Ils vont dans des boîtes pour s'asseoir, puis dans d'autres boîtes pour dormir. Ils achètent leur nourriture dans des endroits lumineux, emballés dans du plastique, une matière qui ne pourrit jamais. Ils ont oublié d'où vient la viande. Ils ont oublié que chaque morceau de nourriture est un morceau de vie volé à la terre. Koda ressent une profonde solitude au milieu de cette foule. Ces gens sont ses descendants, mais ils sont devenus des étrangers. Ils ont construit un mur entre eux et la nature, un mur si épais qu'ils pensent
ne plus faire partie du cycle de la vie. Mais Koda sait regarder plus profondément. Il a l'œil qui voit, comme Elara. Il regarde sous la surface. Il traverse le sol de béton comme s'il s'agissait de brouillard. Il descend dans le monde souterrain de la ville moderne. Ce n'est pas la grotte sacrée de ses ancêtres. C'est une machine. Il voit un enchevêtrement de tuyaux, de câbles, de tunnels. Des veines de métal transportent l'eau, le gaz, l'électricité. C'est le système digestif de la ville. Il voit le métro, un serpent de fer qui hurle dans l'obscurité, transportant des milliers d'âmes à travers la terre, mais sans aucune spiritualité. Les humains ont conquis le monde souterrain, mais ils l'ont vidé de sa magie. Ils y ont mis de la lumière électrique et des publicités, chassant les esprits de l'ombre. Koda descend encore plus bas. Il traverse les fondations des gratte-ciel, ces racines de béton qui s'enfoncent profondément pour soutenir le poids de l'ambition humaine. Il traverse les débris des villes précédentes, les briques romaines, les outils en fer du Moyen-Âge. Et enfin, il atteint la couche profonde, la couche noire et silencieuse. Là, dans l'obscurité et le silence, sous le poids écrasant de la ville, le monde de Koda est toujours là. Il voit une couche de terre compressée. Il voit le pollen fossilisé des fleurs de la steppe. Il voit les racines pétrifiées des herbes qu'il foulait. Et là, coincé entre deux couches de sédiments, il voit un os. C'est une côte de mammouth. Elle est là, dormant sous les fondations d'une banque ou d'un supermarché. Les gens au-dessus marchent, achètent, vendent, s'inquiètent de leur argent, totalement ignorant du fait qu'il marche sur les restes d'un géant. Koda pose sa main fantomatique sur l'os. Il ressent une connexion électrique. Le passé n'est pas mort, il est juste enterré. La ville moderne, avec toute sa puissance et son bruit, n'est qu'une fine croûte posée sur un océan de temps profond. Il remonte à la surface. Il est sur une place publique. Il y a un petit parc, un carré de verre au milieu du gris. Un arbre est planté là, entouré d'une grille de fer. C'est un prisonnier. Mais Koda remarque quelque chose. Dans une fissure du trottoir, là où le béton s'est brisé, une petite plante pousse. Une mauvaise herbe. Elle est verte, tenace, vivante. Elle a percé la pierre artificielle pour atteindre le soleil. Koda sourit. C'est le rappel. La croûte de béton semble invincible, mais elle est fragile. Les scientifiques appellent cette époque l'Anthropocène, l'âge de l'homme. C'est le moment où l'activité humaine est devenue la force dominante sur la planète, plus puissante que les volcans ou les rivières. Nous avons changé la composition de l'atmosphère. Nous avons changé la chimie des océans. Nous avons couvert la Terre de nos constructions. Nous avons créé notre propre couche géologique, une couche de plastique, de béton et d'os de poulet. L'oiseau le plus commun du monde moderne. Mais Koda, qui a vu la fin des mondes éternels, sait la vérité. Il regarde les nuages au-dessus de la ville. Ils deviennent sombres. L'air est lourd et chaud, trop chaud pour la saison. Il sent l'odeur de l'orage. Le climat change à nouveau. Les humains, dans leur arrogance, ont réveillé les mêmes forces qui ont détruit le Sahara vert et noyé Doggerland. Ils ont libéré le carbone que la Terre avait enfoui pendant des millions d'années. Ils voient l'eau monter dans les fleuves canalisés. Ils voient les tempêtes devenir plus violentes, frappant les tours de verre. Ils voient la chaleur fissurer l'asphalte. La ville moderne est un miracle, oui, mais c'est un miracle fragile. Elle dépend d'un équilibre climatique que les humains sont en train de détruire. Ils pensent qu'ils sont les maîtres de la Terre, mais ils ne sont que les locataires actuels. Koda ne ressent pas de colère. Il ressent une sorte de pitié, mêlée d'espoir. Il sait que la Terre survivra. La vie survivra. La petite mauvaise herbe dans la fissure du trottoir est la promesse que la nature attend juste son heure. Si les humains disparaissent, ou si leur civilisation s'effondre, le béton se fissurera, les tours tomberont, la forêt reviendra, et dans 20 000 ans, la couche de l'Anthropocène ne sera qu'une fine ligne étrange dans la roche, une curiosité pour les futurs géologues, tout comme la couche de cendres volcaniques ou la boue de Doggerland. Le voyage de Koda est terminé. Il a vu le cycle complet. De la glace à la forêt, de la forêt au désert, du désert à la ville.
Il a vu que la seule constante est le changement. Il est temps pour lui de partir. Il est temps de laisser les vivants avec leur choix. Il regarde une dernière fois la ville brillante, ce joyau complexe et dangereux construit par ses enfants. Puis, il lève les yeux vers les étoiles, les seules choses qui n'ont pas changé depuis sa naissance. Le grand cycle continue. Et maintenant, dans la conclusion finale, nous allons tirer les leçons de ce voyage épique. Nous allons comprendre ce que ces mondes perdus nous disent sur notre propre avenir et sur la terre fragile et mouvante que nous appelons notre maison. Le voyage de l'esprit est terminé. Koda ne regarde plus les tours de verre et les rivières de voitures. Il ne ressent plus la confusion ou la peur. Il ressent une paix profonde. Il comprend enfin le grand secret que la terre lui a murmuré pendant tout ce temps. Rien ne dure, et c'est très bien ainsi. La science de la géologie nous enseigne une leçon d'humilité radicale. La carte du monde que vous avez apprise à l'école, avec ses continents fixes et ses océans bleus, n'est qu'un instantané. C'est une seule image tirée d'un film qui dure depuis 4 milliards d'années. Nous avons vu la steppe à Mammouth, un empire d'herbes plus grand que Rome, disparaître sans laisser de traces. Nous avons vu Doggerland, le cœur battant de l'Europe, être avalé par la mer. Nous avons vu le Sahara vert se transformer en poussière, et nous avons vu les grandes civilisations de l'Amazonie être effacées par la jungle. Chacun de ces mondes semblait éternel pour ceux qui y vivaient. Pour Koda, la glace était éternelle. Pour Nia, le lac était éternel. Pour nous, la ville est éternelle. Mais la Terre a d'autres plans. Dans le futur lointain, la glace reviendra. C'est le cycle orbital de la planète. Les glaciers écraseront les fondations de nos villes du Nord. Les continents continueront de bouger. L'Afrique finira par se briser en deux le long du rift. La Méditerranée disparaîtra. L'Europe et l'Afrique entreront en collision, soulevant de nouvelles montagnes plus hautes que les Alpes, enterrant nos histoires sous des kilomètres de roches. Notre couche actuelle, l'Anthropocène, cette croûte de béton et de plastique que nous construisons avec tant d'efforts, deviendra une fine ligne étrange dans les strates géologiques. Une couche de quelques centimètres, coincée entre le monde d'avant et le monde d'après. Les géologues du futur, s'ils existent, la regarderont avec curiosité, se demandant qui nous étions et pourquoi nous avons essayé de figer un monde qui est fait pour changer. L'esprit de Koda commence à s'estomper. Il ne retourne pas vers le ciel, il redescend. Il s'enfonce à travers l'asphalte, à travers les débris des villes, à travers la boue et le sable, jusqu'à ce qu'il retrouve la couche de son propre temps. Il retrouve ses os. Il retrouve la terre. Il n'est pas triste. Il sait qu'il fait partie de quelque chose de plus grand qu'une seule vie ou une seule civilisation. Il fait partie de la terre elle-même. Alors, la prochaine fois que vous marcherez dans la rue, regardez vos pieds. N'oubliez pas que le sol n'est pas solide. C'est un livre d'histoire. Sous vos semelles se trouvent des déserts oubliés, des forêts disparues, et les rêves de milliards d'ancêtres qui, comme vous, pensaient que leur monde était le seul qui comptait. Le sol sous vos pieds est un cimetière de mondes perdus, et un jour, inévitablement, notre monde descendra les rejoindre pour devenir une nouvelle couche, une nouvelle fondation pour les mondes inimaginables qui viendront après nous. L'histoire de la Terre n'est pas finie, elle ne fait que tourner la page. Fin.